À la table, du coup, pour parler démocratie et énergie. Alors, Sana Dieudonné, qui a gentiment voulu animer cette table ronde. Sana, viens me rejoindre. On peut applaudir Sana. Je vais la laisser se présenter, mais le critère de robustesse, vous savez qu'il nous est cher chez Siouson, et c'est important qu'elle introduise cette table ronde avec un petit vernis pour que vous compreniez bien ce que c'est que la robustesse. Alors merci, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Sana Dieudonné, je suis docteur en biologie. Alors qu'est-ce que je fais ici? C'est une très bonne question. Je me suis demandé quel est le point commun entre la biologie et Siouson. Et bien figurez-vous qu'en biologie, et même chez Homo sapiens, depuis jusqu'à il y a quelques générations, 100% de l'énergie vient du soleil. 100%, allez, peut-être pas 100% parce qu'il y a quelques bactéries qui arrivent à s'en passer, mais 100% de l'énergie du vivant vient du soleil. Tout ce que vous avez mangé ce midi vient du soleil. Toute l'énergie que vous utilisez pour vous déplacer vient initialement du soleil. C'est quand même assez stylé à se rappeler. Et donc, après ce point commun, l'énergie, c'est quand même un enjeu central. Un enjeu central, et aujourd'hui, l'énergie, elle est extrêmement performante, l'énergie qu'on produit dans notre pays. Elle est centralisée, avec des énormes centrales nucléaires pour majorité, et elle fournit une énergie extrêmement abondante dont on connaît les impacts environnementaux et dont on aimerait s'en passer de plus en plus. Cette production, elle n'est pas forcément renouvelable à 100%, et cette performance énergétique s'accompagne d'une énorme fragilité. Les crises énergétiques qui se répètent sont nombreuses et résultent de fluctuations qui peuvent arriver, des fluctuations climatiques, des fluctuations géopolitiques, on l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit en Ukraine ou que ce soit avec le détroit d'Ormuz, ou alors des fluctuations politiques, de réglementation politique. Et donc l'enjeu, c'est de se demander comment garantir une énergie qui soit stable, malgré les fluctuations, et qui soit viable sur le long terme, c'est-à-dire qui n'ait pas d'impact environnementaux. Autrement dit, comment garantir une énergie robuste? Certaines alternatives émergent, et c'est ce dont on va parler autour de cette table ronde, avec des modes de production et de distribution qui sont plus écologiques, plus locales, plus distribués et plus démocratiques, et donc peut-être plus robustes. Et donc pour ça, j'accueille les différents acteurs de la table ronde. Donc venez, je vous en prie, on va s'installer. Et donc bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous, François. François Gémen, vous êtes docteur en sciences politiques, professeur à HEC et co-auteur du 6e rapport du GIEC. Comment définiriez-vous les nouvelles démocraties énergétiques? Je pense que ce qu'on appelle nouvelle démocratie énergétique passe avant tout par la question de la décentralisation. On l'a rappelé, vous l'avez rappelé dans le propos introductif, une des grandes caractéristiques quand même du mix électrique et énergétique français, c'est évidemment la production d'énergie à partir de grandes unités de production qui, quelque part, échappent d'une certaine manière aux citoyens. Et effectivement, c'est ça aussi qui explique sans doute le fait que les débats sur l'énergie soient à ce point polarisés souvent en France, c'est qu'une partie des gens estiment que la décision se prend au-dessus d'eux, est une décision strictement technique, prise par des ingénieurs, alors que nous réalisons bien à l'évidence à quel point l'énergie est la colonne vertébrale de l'économie et à quel point les choix de politique énergétique ne sont pas juste des choix techniques ou technologiques, mais sont aussi des choix profondément politiques. Et donc, sur la question de ces nouvelles démocraties énergétiques, à mon sens, il y a 2 points essentiels. Le premier point, c'est la question de la décentralisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va rapprocher les unités de production d'énergie des citoyens, des collectivités. L'autre sujet, c'est la question de la souveraineté énergétique. C'est déjà un point qui était un peu abordé dans la première table ronde. Et à mon sens, la grande différence en termes de souveraineté du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, c'est qu'avec les fossiles, vous avez littéralement, au risque de la tautologie, des réserves énergétiques qui sont contenues dans votre sol.
Ce qui veut dire qu'elles sont délimitées par des frontières, ce qui veut dire que vous pouvez les quantifier, vous en connaissez la valeur, vous savez le stock dont vous disposez. Le passage des fossiles aux renouvelables, ça veut dire que vous allez passer à des énergies qui sont littéralement hors sol et que la technologie va ramener sur votre sol. Et par définition, vous n'en connaissez pas à l'avance la valeur ni la quantité, ce n'est pas délimité par des frontières. Et donc ça veut dire que votre conception de la souveraineté est en fait complètement différente. Et c'est là où, à mon sens, le passage des fossiles aux renouvelables n'est pas seulement une question d'investissement ou une question de technologie, c'est aussi une question profondément démocratique dans la manière dont on va aborder la question de la souveraineté énergétique. Merci beaucoup. Michael Jensen, vous êtes représentant de Sirène, une SAS citoyenne, et vous êtes adhérent au mouvement Énergie Partagée. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un projet de démocratie énergétique dans votre territoire, ici à Rennes? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, donc, je suis représentant à la fois donc, de cette coopérative et de l'association de préfiguration qui s'appelle Énergie du Pays de Rennes, EPR, c'est notre EPR rennais, voilà, qui a été créé. Donc, on a créé cette structure en fait en 2019. C'est une coopérative. C'était la réunion de plusieurs personnes qui se sont dit qu'on pouvait faire des choses en commun, qu'on pouvait faire commun, que la production d'énergie était quelque chose qui nous intéressait, mais la production d'énergie était loin d'être la seule volonté de faire ensemble. C'était vraiment de se réapproprier quelque chose. L'énergie, on l'utilise tous, tout le temps. Et la volonté était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire nous pour développer cette énergie renouvelable. Par ailleurs, j'avais déjà travaillé au montage d'une autre société citoyenne en 2009, donc j'avais un peu d'habitude, et j'avais participé très modestement à la création d'Énergie Partagée en 2010. Donc voilà, j'avais suivi cette évolution. Donc aujourd'hui, Sirène, c'est une société citoyenne qui travaille principalement sur l'ensemble de la métropole rennaise, voire un petit peu aux alentours. Donc sur les différentes communes, c'est 210 actionnaires. C'est un capital, on a un capital donc variable qu'on fait monter, 270 000 euros. Voilà, on est tout petit, on a conscience qu'on est tout petit. Mais notre but, il est à la fois la production d'énergie, mais il est aussi, on est convaincu que pour accélérer la transition énergétique, il faut activer le citoyen. Et activer le citoyen, c'est le rôle qu'on s'est donné pour l'activer. L'activer, il faut d'abord il y a tout ce volet pédagogique, et ça on l'assure beaucoup avec l'association. Donc c'est comment expliquer, parce que l'énergie est quelque chose de très compliqué, le marché de l'énergie est quelque chose de très compliqué, qui nécessite énormément de pédagogie. Aujourd'hui, parler d'autoconsommation collective, ici il y a beaucoup de personnes, des sachants, donc c'est moins difficile, mais quand on va près de la population, expliquer l'autoconsommation collective, ça nécessite un boulot incroyable. Et si on s'adresse, parce que les démocraties énergétiques, c'est aussi une question de justice sociale. Et par exemple, nous, donc là aujourd'hui, on a 4 boucles nous, qui fonctionnent, on est en train d'en mettre une 5e et on travaille sur 4 autres. Donc là maintenant, on sait comment faire, on a développé tous les outils et on déroule. Par contre, dans la justice sociale, on a un tarif, nous, qui est un tarif social de l'électricité. Très paradoxalement, on n'arrive pas à trouver les clients pour leur vendre cette électricité, qui est 30% moins chère que ce qu'on vend aux autres personnes. Pourquoi ? Parce que c'est une population en fait qui est extrêmement éloignée de tous ces sujets-là, alors que c'est la première finalement qui en paye le prix aussi, les précaires énergétiques. Et donc voilà, on a tout un volet là, on travaille maintenant sur ce volet-là pour essayer aussi d'avoir cette justice sociale au sein de la société que l'on représente. Alors nous, on n'est qu'une petite goutte d'eau, on est dans le réseau Énergie Partagée. Énergie Partagée aujourd'hui, c'est à peu près 330 sociétés citoyennes réparties sur le territoire. En Bretagne, ça représente une 30aine de sociétés citoyennes. Voilà. Et on essaye d'avancer et on passe beaucoup de temps, là encore toute la matinée quasi j'ai passé du temps, à aider et accompagner d'autres collectifs à essayer d'émerger. Et toujours avec cette volonté, il y a la volonté de produire inévitablement. Aujourd'hui, nous, on a 17 centrales, on produit on a 630 kW crête de puissance, donc c'est tout petit. On a produit depuis le début 1 200 000 kWh, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a quand même réussi à activer, à sensibiliser, à emmener avec nous toute une grande quantité de citoyens. Et ces citoyens, les premiers en général dans les sociétés citoyennes, et je terminerai par là, qu'on arrive à activer, c'est les militants. Mais là, on n'a aucun mérite. Les militants, ils sont faciles. C'est les gens qui sont déjà convaincus à la base. Moi, ceux qui m'intéressent, ce n'est pas les militants, parce que c'est les non-militants ou ceux qui sont un peu en dehors du schéma, parce que c'est ceux qui sont les plus nombreux. Et si on veut réussir réellement la transition, c'est ceux-là qu'il faut toucher. Et donc, il faut vraiment développer des outils de la pédagogie pour toucher aussi ces personnes-là.
Merci beaucoup. Catherine, je m'adresse à vous. Vous êtes directrice générale de Enercop. En quoi ce fournisseur d'énergie coopératif diffère-t-il des fournisseurs traditionnels? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Comme je suis à distance. Ça va. Oui. Le public Et hoche de la tête. Voilà, désolée, ce problème SNCF aujourd'hui. Alors, Enercop, donc c'est un fournisseur d'énergie renouvelable, mais nous avons également des activités de production et de conseil aux services énergétiques. On a été monté au moment de la dérégulation des marchés de l'énergie, donc début des années 2000, avec un format extrêmement original à l'époque, puisque c'était le moment où les sociétés coopératives SIC pouvaient exister, qui sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et dès le départ, on a un principe de partage de la valeur, de gouvernance multipartite en associant les producteurs, les consommateurs, les salariés, les collectivités locales aussi qui sont à notre conseil d'administration. Et l'originalité est aussi de dire nous aidons, nous accompagnons les clients, les consommateurs à consommer moins, mieux et sinon de l'énergie renouvelable, puisque on est purement de l'énergie renouvelable. Donc le schéma est simple. On s'approvisionne auprès de 600 fournisseurs en France, qui sont des producteurs d'énergie renouvelable. Certains sont nous-mêmes, parce que nous avons un réseau de 13 coopératives locales qui elles-mêmes sont productrices. Et ensuite, nous revendons, bien sûr, cette énergie à nos clients, qui sont, on a 100 000 clients, à peu près 2 tiers, 1 tiers particuliers, collectivités locales. Et on est aujourd'hui un petit acteur par rapport aux mastodontes que sont EDF, Engie, Eni et Total, mais on est quand même un acteur qui compte, puisqu'on a à peu près 130 millions de chiffres d'affaires. Et voilà, c'est 110 000 clients qui nous accompagnent et dont la plupart sont des sociétaires. C'est ça qui est vraiment très, très particulier. On cherche vraiment à répartir la valeur de l'énergie. Comme vous le disiez précédemment, l'énergie, c'est un marché ultra complexe, qui est ultra spéculatif. Et nous, on cherche à faire en sorte que le prix pour le client final soit assez stable. On achète 1 tiers de notre approvisionnement à des prix fixés d'avance à 20-30 ans. Donc, ce qui est totalement atypique par rapport aux autres fournisseurs verts qui eux-mêmes s'approvisionnent sur le marché. Alors, quand votre marché, que le marché de l'énergie est haut, notre stratégie est plutôt gagnante. Quand le prix de marché de l'énergie est bas, par contre, on est plus cher que les autres approvisionneurs. Et c'est ça, en ce moment, qui se passe. Voilà, mais pour retenir qu'on n'a pas d'actionnaires, on n'a que des sociétaires. Il n'y a pas d'enrichissement d'individus, de structures, de trust funds, d'institutionnels. Et on met tout en réserve quand on fait des excédents. Voilà un petit peu le mécanisme et l'originalité que l'on a. Et bien sûr, on est sur des territoires, donc on a des liens avec 13 régions en France. Et mes collègues sont chacun dans une coopérative. On a 350 salariés en tout, dont 200 au national et à peu près 150 sur les territoires. Merci beaucoup. Je passe à vous, Richard. Richard Chamaret, vous êtes maire de Méral, président de l'Association des maires ruraux de la Mayenne. Et on a vu qu'il y avait une petite forêt qui était en train de pousser avec ces petits projets de démocratie énergétique. La forêt qui pousse, forcément, ça ne fait pas beaucoup de bruit. On n'en entend pas parler tous les jours aux infos. Mais comment vous expliquez la variabilité du nombre de projets, de ce type de projet, selon les territoires? Pourquoi il y a des territoires qui sont beaucoup plus fournis dans ces projets de démocratie énergétique et d'autres pas du tout? Merci beaucoup. Donc oui, Richard Chamaret, je suis maire de Méral. Méral, ça touche la Bretagne, mais c'est pas en Bretagne, c'est en Mayenne. Donc je suis venu de l'autre côté. On travaille beaucoup avec Siuson parce qu'au-delà d'être président des maires ruraux, je suis aussi président du syndicat d'énergie et président de la SEM Énergie qui travaille avec Siuson. Et président du conseil des SEM au niveau national. Et quitte à mettre du monde d'ado dans des élus locaux qui pourraient être dans la salle, il y a des territoires où les élus ou les collectivités ne prennent pas le risque d'aller se faire engueuler par les habitants. La réalité, c'est celle-là. Soit vous avez une vision à une génération en imaginant ce que vous pouvez faire pour la génération qui va venir, soit vous vous dites un petit peu ce qui s'est déjà passé on va dire depuis les années 60. Bon, au final, on fonctionne bien comme ça. Là, c'est vrai que le gasoil, il est à 2 € pour reprendre un peu les sujets de la table ronde avant.
On peut imaginer que le gouvernement fera des choses et puis qu'il va redescendre à 1,50 et puis on sera tous contents et on va tous refaire marche arrière. Non mais la réalité c'est celle-là quand même. Et vous avez des gens autrement des fois un peu fous qui se disent peut-être qu'on peut changer les choses et qu'on peut aller vers une structuration énergétique de notre territoire qui va aussi vers l'industriel, même si on achète des panneaux à l'étranger. Quand vous voulez produire, que vous produisiez de l'alimentation, de l'eau, produire de l'eau sur un territoire, arriver à faire une eau de qualité sur un territoire, dans les deux cas que je viens de citer, il vous faut de l'énergie. Et si vous êtes dépendant d'une structure extérieure qui ne vous veut pas que du bien, on le voit en ce moment dans le contexte géopolitique, et que vous êtes dépendant de celle-là, vous n'arrivez pas à produire les deux autres, et vous n'arrivez pas à le produire dans un coût raisonnable. Ça, c'est la première chose. Mais si vous n'en avez pas d'énergie, vous n'arrivez à rien faire. Et donc, c'est le sujet dans lequel on est en train d'arriver. Et si on ne réagit pas aujourd'hui, dans 20 ans, on est totalement dépendant de structures extérieures, y compris, je ne développerai pas là-dessus, y compris sur de la production nucléaire. On fait le choix en France d'être assez égoïste. Du pétrole, vous l'avez dit tout à l'heure, si on cherche encore un petit peu, on en a encore en France. On a fait le choix de ne plus en produire en France. Du gaz de schiste, on est en Bretagne, en Mayenne, j'en ai aussi. Si on cherche un petit peu, on peut en trouver. On a fait le choix de ne pas en produire. Personnellement, ça me va bien. Par contre, on est prêt aujourd'hui toujours à en consommer, à en faire venir d'un pays qui ne veut pas du bien, d'un pays qui ne veut pas du mal, mais qui est plus notre ami. Et ça ne nous dérange pas forcément. Pour le pétrole, on l'a fait venir pendant des dizaines d'années du Moyen-Orient. Ça ne nous a pas beaucoup tracassé de savoir de quelle façon il arrivait chez nous et quelles conséquences ça avait sur ces pays-là, si ça les transformait en dictature ou les relations que l'on pouvait avoir avec. Enfin, ces sujets sur la colonisation, je ne vais pas refaire l'histoire, mais on en est quand même là. Et donc, soit on le regarde et on essaye de produire notre énergie avec le moins de conséquences que ça puisse avoir sur l'environnement et sur nos relations avec des pays voisins, soit on en devient dépendant dans les 10 à 20 ans qui viennent. Donc, vous avez soit des gens qui n'en prennent pas la responsabilité, soit des gens, y compris dans les territoires, y compris dans des toutes petites communes rurales. Moi, ma commune, c'est 1100 habitants. Et donc, j'ai des communes plus petites que la mienne qui ont fait le choix de produire leur propre énergie et de se défaire de cette dépendance-là. Et en tant que maire d'une commune, on se dit que si nous, on ne montre pas l'exemple, je ne vois pas comment l'habitant lambda pourrait s'y lancer. L'exemplarité, je suis un républicain dans l'âme, je ne parle pas de politique, je parle de la République. Et à un moment où on défend son territoire, on le défend en produisant les choses. Vous voyez ? Et si on en est dépendant, on ne peut plus produire, donc on ne peut plus développer son territoire. C'est des sujets très simples, c'est du terre à terre. Et une fois qu'on a ça, là on peut se dire qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le produire, de quelle façon et comment on fera mieux demain. Avoir un panneau, ça a été dit, qui vient de Chine. Moi je suis le premier, ça ne me va pas du tout. Si demain vous me trouvez une entreprise avec un coût raisonnable et qu'on arrive à en faire en France et qu'on les confectionne en France, allez, soyons fous, en Bulgarie, dans un premier temps, puis après ça, on les ramène chez nous. Mais je suis le premier à en acheter tout ce que vous voulez. Vous voyez le sujet. Mais pour ça, il faut qu'on mette en place un sujet. Je suis bavard, mais un autre sujet. C'est un sujet qui est pour les élus qui seraient dans la salle ou les habitants de communes rurales. Quand vous traversez vos territoires, parce qu'on a beaucoup parlé du beau groupe EDF, je ne suis pas sûr que la plupart d'entre vous, vous avez conscience que les réseaux appartiennent aux communes que vous traversez. Les réseaux d'énergie appartiennent aux communes que vous traversez. Ils appartiennent ni à EDF, ni à Enedis. Dans les deux cas, vous avez un gestionnaire de réseau. Vous avez un locataire et un propriétaire. Donc c'est aussi pour ça que les maires des communes doivent se battre pour qu'à un moment, l'énergie qui est produite, elle puisse être distribuée, elle puisse être transportée, acheminée. Alors le réseau de transport, c'est une autre chose, mais acheminée vers le consommateur, l'utilisateur final, de la meilleure des façons que ce soit. Cette compétence-là, elle a été transférée soit tout de suite à la fin des années 40, soit dans les années 80 sur les décisions prises, au syndicat d'énergie. Moi, j'ai la responsabilité du réseau sur 240 communes, 307 000 habitants. Alors, on est un petit département, c'est l'avantage qu'on se connaît tous, à peu près. Et donc, ce sujet-là, il faut l'avoir en tête. Donc, quand on parle de responsabilité des élus vis-à-vis des habitants, c'est aussi celle-là, c'est la responsabilité du réseau. Si demain, on n'a pas un réseau en bon état, non seulement des entreprises, quelles qu'elles soient dans la salle, ne pourront pas avoir
une production adéquate, mais en plus, le tissu industriel, on ne peut plus continuer à le développer. Donc c'est de la responsabilité des maires. Je le dis et je le répète à chaque fois, mais c'est de la responsabilité des maires que de s'intéresser à la production d'énergie dans nos territoires. Merci François. Comment se positionne la France justement par rapport à d'autres pays? Donc on va dézoomer un peu dans la décentralisation de l'énergie. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'en France on est en retard, en avance, si c'est cette question vers une trajectoire de décentralisation de l'énergie? Je dirais qu'on est quand même plutôt en retard dans un des pays les plus jacobins et les plus centralisés qui soient, évidemment, et singulièrement en matière énergétique, la France est quand même très très en retard. Cela étant dit, il y a quand même toute une série d'initiatives, on vient d'en évoquer certaines, qui montrent quand même l'intérêt qu'il y a d'une sorte de réappropriation au niveau local des questions énergétiques. Et je suis tout à fait d'accord, c'est la responsabilité des collectivités locales. Et on voit effectivement une grande disparité entre collectivités locales. Je vois aussi parfois des habitants qui s'organisent en coopérative. Je me souviens d'un reportage qui m'avait beaucoup touché, qui était passé sur TF1, où je ne sais plus dans quel village c'était, mais les habitants du village s'étaient groupés en coopérative pour acheter une éolienne. Et on les voyait attendre, comme on attendrait l'arrivée du Messie, l'arrivée des camions qui transportaient les mâts de l'éolienne. Et on voyait l'émotion des gens quand les ouvriers dressaient les mâts de l'éolienne. Et j'étais frappé de voir à quel point ça contrastait avec l'image qu'on a globalement dans le débat public des éoliennes. Et effectivement, quand on regarde les sondages d'opinion, les Français sont parmi les plus hostiles, ou en tout cas les moins friands d'éoliennes, notamment parce qu'on a eu, je crois, une politique très centralisée en matière d'éoliennes, où on plaquait des grands parcs éoliennes sur des territoires, et où les gens finalement ne voyaient pas l'intérêt qu'ils retiraient d'accueillir sur leur territoire un grand parc éolien qui, effectivement, pour certains, et je peux l'entendre, pouvait créer certaines nuisances, de l'immobilisation du foncier, voire des nuisances paysagères. Bon, ça, c'est plutôt une question de goût et de couleur. Mais on voit bien à quel point, dès lors qu'on avait une sorte de décentralisation au niveau local de l'énergie, à quel point la question de l'acceptabilité était complètement différente parce que les gens voyaient concrètement à quoi servait le panneau solaire, l'éolienne ou la turbine hydroélectrique. Michael, vous, en quoi, du coup, l'implication des citoyens dès le début du montage du projet constitue un élément important pour vous dans la réalisation de tels projets? Pour nous, c'est totalement fondamental. C'est totalement fondamental. Alors, on ne travaille pas uniquement, on essaie de ne pas travailler en silo, c'est-à-dire juste les citoyens font leurs petits projets de leur côté. On travaille souvent avec les collectivités, soit en co-développement, avec des partenaires privés aussi. Donc on essaie de faire du co-développement. Le financement, très souvent, est totalement citoyen, parce qu'il y a une capacité de financement, et notamment là aujourd'hui, avec les grosses variations qu'on peut avoir de financement par les banques, qui devient un peu difficile. Pour des petits projets comme nous, je reste sur des tailles de projets. Aujourd'hui, on aurait même les capacités à se passer quasi totalement des banques, tellement l'épargne des Françaises, elle est énorme. Et après, si on arrive à mettre les bons mécanismes en face. Donc on les implique à la fois dans ce volet financier aussi. Le volet financier, d'ailleurs, qui est un volet un peu opportuniste, c'est un signal prix qui permet de toucher les fameux non-militants dont je parlais tout à l'heure, de les faire rentrer dans la démarche. Et après, on peut travailler avec eux sur de la pédagogie, et au niveau de l'énergie, sur de la flexibilité, sur d'autres domaines. Donc c'est fondamental qu'ils soient. Et c'est fondamental aussi qu'on soit toujours en connexion avec la collectivité. Nous, on travaille vraiment, beaucoup de nos centrales sont sur des bâtiments publics. Pas que, on a des bâtiments aussi sur des bailleurs sociaux, ici à Rennes par exemple. Donc c'est vraiment un point hyper important, la collectivité étant le regroupement de l'ensemble de ses citoyens, quelque part, pour faire très résumé. Donc pour nous, c'est vraiment fondamental et c'est un peu le problème qu'on peut voir effectivement dans cette démocratisation, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette façon de faire, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un peu après dans les freins, elle est encore trop anecdotique, en fait, notamment par la façon dont c'est géré. Les sociétés citoyennes, quelque part, c'est quelque chose. C'est vrai, on ne représente pas grand-chose, mais on est une force en devenir, je crois. Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de place à la fois dans les décisions qui sont prises, qu'il y ait un statut, les communautés d'énergie telles qu'elles se retrouvent dans les directives européennes, et là, en cela, je rejoins ce que François disait, c'est que on est un peu en retard ici, parce que la transposition voulait qu'on ne considère pas juste que ça soit un problème technique d'allocation d'énergie,
L'autoconsommation collective, c'est pas juste une façon de distribuer de l'énergie. Il y a bien d'autres choses. Une communauté d'énergie, ça va bien au-delà. Et ça, aujourd'hui, c'est pas transposé. Dans le droit français, aujourd'hui, ça, c'est malheureusement pas transposé. Catherine, d'après vous, du coup, quels sont les freins majoritaires à l'émergence de ces projets ? Des projets coopératifs, vous voulez dire ? Oui, des projets de fournisseurs. Ce que vous avez évoqué, effectivement, il y a beaucoup de projets citoyens, des communautés villageoises, des syndicats, des communautés d'énergie avec lesquels on travaille, qui sont aussi à notre conseil d'administration dans toutes les codes. Donc, on voit bien qu'il y a une forte vitalité de ces projets. On voit bien que l'autoconsommation collective, c'est le sujet que prennent énormément de collectivités locales en ce moment. Nous-mêmes, on les accompagne. Ensuite, les freins, c'est le fait que le marché de l'énergie soit volatile, compliqué. Donc ça, c'est intrinsèque aux fluctuations que l'on vit depuis 20 ans, depuis le début de la dérégulation, et qui peut mettre à mal à un certain moment un certain nombre d'acteurs. Certains ne se sont pas relevés de la crise de 22, donc là, il y a des phénomènes un petit peu structurels. Et puis, François le disait, on est dans un pays qui est ultra centralisé depuis 1946. EDF est né en 1946. Auparavant, on avait quand même beaucoup d'acteurs décentralisés qui opéraient l'énergie en France. Donc après, il y a eu EDF, il y a eu cette énorme push nucléaire qui a été mise en avant au détriment finalement du développement d'une infrastructure décentralisée ou de l'encouragement à une infrastructure décentralisée. Donc aujourd'hui, depuis la dérégulation des marchés, certains acteurs se sont mis sur le marché, mais le gros frein, c'est l'aspect réglementaire qui va toujours en faveur des plus gros sur les plus gros projets. Donc je verrais ça vraiment comme frein. Et en revanche, on a d'autres leviers dont on pourra parler après. Et justement, on rebondit sur ça. Selon vous, Catherine, c'est quoi les leviers importants pour... Les leviers, eh bien, c'est le citoyen, déjà. Nous, on a fait une levée de fonds l'année dernière en levant en 3 mois 10 millions d'euros pour les 13 coopératives sur vraiment le projet de dire vous soutenez le renouvelable en France, un renouvelable citoyen, local, dans lequel vous prenez des parts, soit des parts sociales, soit des titres participatifs, et vous pouvez ensuite participer en tant que sociétaire. Donc on sent vraiment qu'il y a un engouement. Donc nous, on a mené une campagne marketing avec un peu de visibilité, mais l'encouragement justement des pouvoirs publics, des fédérations, à faire connaître le fait que dans des schémas autres que des entreprises classiques, il y a des acteurs qui peuvent lever des fonds et pour ensuite opérer des projets très importants sur le territoire. Ça, c'est vraiment un levier. L'autre levier, c'est d'arriver aussi à convaincre des institutionnels, des banquiers, que nous ne sommes pas plus risqués que les autres, que nous sommes aussi robustes. Là, nous, on a une sorte de track record depuis 20 ans. On a eu des aléas, il y a eu des difficultés chez Enercop. On a réalisé trois très bonnes dernières années pendant lesquelles on a pu effectivement accumuler à nouveau des fonds propres, etc. Bon, ça, clairement, ça a redonné la confiance à nos partenaires institutionnels, mais tout ça pour dire que ça ne devrait pas être en dents de scie, vous voyez, la confiance et défiance. Et parce qu'on a vraiment des retours d'expérience extrêmement positifs sur un certain nombre de COP. Là, on parle de l'énergie, mais bon, Biocop est quand même un super exemple. Biocop est en train de se redresser. C'est le plus gros réseau coopératif d'agroalimentaire en France. Il y a la NEF, qui est une banque éthique qui s'est détachée du giron BPCE et qui progresse énormément. Donc, vous voyez, il y a des exemples qui montrent qu'on arrive à bien progresser. Mais après, c'est cet encouragement finalement à un changement d'échelle, parce qu'on est des entreprises. Donc, à tout moment, vous avez des passages qui sont plus ou moins difficiles quand vous changez d'échelle. Là, on a opéré cette levée de fonds l'année dernière qui a très bien marché. Maintenant, notre enjeu, c'est d'avoir plus de clients. Parce qu'en fait, on est une structure qui est soit trop grosse, soit trop petite. Donc, en l'occurrence, on est trop petite par rapport à notre
à notre taille aujourd'hui, à nos coûts d'appro, à nos coûts de structure. Donc, on a vraiment cette ambition de cette relance commerciale. Et là, on met aussi des moyens en ce moment marketing pour faire savoir que nous sommes un acteur de l'énergie et nous sommes le seul acteur national indépendant fournisseur d'énergie renouvelable. Il n'y en a plus d'autres en France, en fait, quand on prend des fournisseurs d'envergure nationale. Voilà, donc les leviers, c'est plus, ce sont des encouragements réglementaires plutôt que des freins réglementaires. C'est un changement d'attitude du comportement de ceux qui gèrent les risques dans les financeurs par rapport à tous ces systèmes. Et puis, bien sûr, des systèmes de garantie assurantielle. Et le plus gros levier, pour moi, c'est le citoyen. Et par essence aussi les collectivités, puisqu'elles sont dans l'intérêt commun des citoyens. Donc on a vu des leviers au niveau des citoyens, au niveau des banques, au niveau de la réglementation. Richard, vous avez d'autres leviers à imaginer, à mettre en place? Les citoyens ont été cités. Moi, en tant que maire, j'ai 1100 patrons dans ma commune, et c'est mes patrons. Je ne le vois pas à l'envers. Hein, c'est bien comme ça. Avec la responsabilité que j'ai en tant que président de syndicat et président de la SEM, sur mon territoire, j'ai 240 patrons qui eux-mêmes ont tous les 307 000 habitants du département. Donc quand on le regarde, nous, c'est juste une évidence que d'imaginer que quand on fait un projet de production d'énergie renouvelable dans notre département, il nous faut l'accord des citoyens. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, c'est d'expliquer le pourquoi on le fait. Il n'y a rien de pire que quand on a un développeur, et ça je le dis aux développeurs qui seraient dans la salle, quand vous venez en Mayenne, venez d'abord nous voir. Venez pas nous voir une fois que le projet, excusez-moi du terme, mais il s'est planté. Parce que moi, personnellement, je suis ni pompier ni secouriste. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On imagine un projet ensemble, on l'imagine avec des citoyens, si des citoyens souhaitent s'y impliquer, mais le but de tout ça, c'est le pourquoi. On en revient à ce que François disait tout à l'heure. Pourquoi on se lance là-dedans? Pourquoi on se lance dans cette idée-là? Moi, il ne me vient pas l'idée le matin de me lever de bonne heure en me disant, tiens, je vais aller faire un projet de méthanisation, accompagné par une belle banque, et puis, tiens, je vais emmerder la moitié d'un village. Ben non, mais souvent, les gens, ils se disent ça. Ça m'arrive régulièrement de faire des réunions de concertation où je finis à 1h30 du matin, j'ai 1 heure de route pour rentrer chez moi. Le premier qui imagine que j'ai fait ça pour aller embêter la moitié d'une commune, je veux bien discuter avec. Et je pense que dans la salle, de la même façon, quand on essaye de faire un projet de production d'énergie, il y en a un pas qui se dit, y compris pour un projet d'ombrière, tiens, on va aller embêter les habitants du lotissement qui sont juste à côté. Ben oui, mais si on ne l'a pas expliqué avant, si on n'a pas expliqué le pourquoi on voulait le faire, ça paraît très simple. Hein. Si on ne l'explique pas et qu'on n'y met pas un tout petit peu d'arguments et que derrière, alors, c'est pas romancé, mais c'est raconter une histoire, pourquoi on en est arrivé là. Les habitants, ils se racontent cette histoire simple. Il ne faut pas forcément arriver dans du technique. Ce que je disais tout à l'heure sur l'explication, de dire à nos habitants, vous êtes propriétaires du réseau, tous ces sujets-là. Les gens, ils ont plein d'autres choses à s'occuper que de ça. Il nous faut confiance pour gérer ça. Par contre, de leur expliquer pourquoi on va installer un parc éolien, pourquoi on a une unité de méthanisation qui se crée au bout d'une exploitation agricole. Le pourquoi et répondre à la question du pourquoi, elle est hyper importante pour les habitants. Et une fois qu'ils savent ça, après ça, on peut avancer. Quand on a créé notre SEM, un autre outil qui est important, énergie partagée investissement, on a décidé, avec la Banque des territoires qui avait intégré notre SEM, d'intégrer cette vision citoyenne. Alors, quand on a créé la SEM, on s'était dit que la vision citoyenne, elle allait avoir une voix au conseil d'administration. Sauf qu'Énergie Partage Investissement avait une voix en mettant un petit billet, alors on va parler en chiffres, un petit billet de 10 000 €. Nous, on y mettait plusieurs millions d'euros, et la Banque des Territoires y mettait 1 million. Et c'est vrai que de donner la parole à des gens qui mettent que 10 000 € de la même façon que des gens qui mettent 1 million d'euros, ça paraissait un peu désuet. N'empêche que depuis qu'on a lancé la SEM Énergie Mayenne il y a 5 ans, quand on fait des projets, on n'est pas toujours d'accord autour de la table, mais on écoute beaucoup la vision citoyenne. Et je peux vous garantir qu'elle nous fait gagner et du temps et de l'argent régulièrement. Parce que si on ne l'écoutait pas, le projet qu'on ferait sur le terrain, peut-être qu'il a un tout petit peu moins de TRI,
mais au moins il aboutit. Et moi, je préfère un projet qui aboutit avec un TRI de 6 plutôt qu'un projet avec un TRI du 8,5 par exemple, qui n'aboutira jamais. Ça, c'est important à entendre. Donc il y a le sujet du financement. Le regard aussi de savoir comment est financé nos projets sur nos territoires. Donc il y a l'investissement citoyen, mais notre SEM par exemple, et c'est le cas de plusieurs, on l'a fait avec des banques et des fédérations qui sont locales, y compris dans le regard de la Banque des territoires. C'est-à-dire que c'est 4 banques du territoire, hein, donc Pays de la Loire ou Mayenne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, la BPGO et puis la Caisse d'épargne. Mais on est sur des caisses très locales. Et puis on avait ce sujet ce que l'on demandait, c'était un petit peu plus d'1 million d'euros. Il y avait cette vision du juridique national et on a réussi à passer outre parce qu'on voulait avoir cette relation avec les acteurs locaux de la Banque des territoires, comme on les a avec les acteurs locaux des banques du territoire. Et de la même façon, quand on fait un projet, par exemple d'Ombrière, et que vous avez les acteurs bancaires du territoire qui, pour la plupart, sont dans des banques locales et qui viennent pour couper le ruban, ça change tout par rapport à soit n'avoir personne, soit avoir quelqu'un qui va venir une fois pour couper un ruban. Ça, je vous garantis qu'au niveau local, d'avoir la vision du local de différents acteurs qui auront participé au projet, ça change tout sur un projet. Merci beaucoup. Donc on a vu, il y avait plusieurs leviers, donc l'impact du citoyen, l'impact des financements par les banques, les leviers réglementaires et les leviers de pédagogie pour accompagner justement ces citoyens. Finalement, François, on a vu la notion de la robustesse. Ça veut dire quoi, robustesse? Construire une société robuste, c'est construire une société qui est viable sur le long terme, donc qui ne nuit pas aux conditions de viabilité sur cette terre déjà, et ensuite une société qui est stable face aux fluctuations diverses et variées qui peuvent nous arriver. En quoi la multiplication de ces projets de démocratie énergétique permettrait-elle de nourrir la robustesse de la société? Je dirais que ça permet sans doute de se réapproprier la question énergétique. Et je dirais la grande difficulté qu'on a, à mon sens, quand on combine les questions de transition énergétique et les questions de démocratie, c'est la question de continuité sur le long terme. On sait, voilà, la stabilité fait partie de la robustesse, on sait qu'on a besoin, sur des projets singulièrement de politique énergétique, d'une certaine direction sur le long terme. Et on voit bien à quel point les atermoiements, les hésitations, les reculs et les zigzags pour le moment plombent un peu la transition parce que ça crée de l'immobilisme, ça crée de l'attentisme en matière d'investissement et on peut évidemment le comprendre. D'un autre côté, on a cet impératif aussi de démocratisation. La difficulté de la démocratisation à l'heure où nous parlons, c'est qu'on ne peut pas garantir que ça va s'accompagner de décisions qui soient rationnelles et qui puissent être tenues dans le temps, qu'il suffise de voir les experts énergétiques qui sont convoqués sur CNews, c'est un défilé de tocards, qu'il suffise de voir aujourd'hui comment sont menées certaines enquêtes d'implantation de projets solaires ou éoliens, quand on voit le temps que ça prend parce qu'il y a tel châtelain qui va déposer un recours, puis telle association ornithologique qui va craindre que ça perturbe un tout petit peu le vol migratoire des cigognes cendrées, on a aujourd'hui des délais d'implantation qui sont beaucoup trop longs et qui freinent en réalité la transition énergétique. Et donc, la grande difficulté à mon sens, c'est comment est-ce qu'on combine effectivement ce souci de démocratisation de la politique énergétique avec le besoin d'avoir une sorte de continuité dans le long terme sur un sujet qui, on l'a répété plusieurs fois, est un sujet complexe, est un sujet technique par rapport à pas mal de gens qui parfois n'ont pas beaucoup de culture scientifique, et il y a un vrai enjeu sur la culture scientifique en France, avec une base informationnelle et scientifique qui s'effrite parce que les gens ont de moins en moins confiance et dans les scientifiques et dans les médias et dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à une institution démocratique, et même les élus locaux en font les frais aussi. Et donc je crains que parfois l'aspiration noble à la démocratisation de la politique énergétique se heurte parfois un peu aussi au principe de réalité, et j'avoue que je n'ai pas de réponse actuellement sur la manière dont on résout cette équation.
D'accord, mais justement, vous parlez de lenteur dans la mise en place de ces processus. Est-ce que la lenteur, ça participe pas justement au fait que les seules décisions qui arriveront à destination sont celles qui sont acceptées par les citoyens finalement? Ça serait très sympa, je serais d'accord avec vous si on n'avait pas de problème de changement climatique. S'il n'y avait pas d'urgence à garder le changement climatique sous contrôle, je serais d'accord avec vous. Si on n'avait pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, je serais d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on l'a et que donc on a aujourd'hui une vraie urgence à accélérer sur ces processus de transition énergétique. Et malheureusement, et on l'a dit, et je suis d'accord, on a tendance à vouloir accélérer parce que le litre d'essence est à 2 € à la pompe. Dès qu'il sera redescendu à 1,50 €, eh bien à nouveau on se dira, bon finalement c'était juste un mauvais moment passé. De la même manière, lorsque le détroit d'Ormuz rouvrira, on se dira, bon c'était juste une petite crise passagère. De la même manière, lorsque la vague de chaleur est terminée, pendant la vague de chaleur, on avait plein de réflexions intéressantes sur l'adaptation, les rythmes scolaires, les horaires de travail, de la climatisation, plein de réflexions intéressantes. Et puis les températures sont redescendues et on se dit, bon, c'était juste un mauvais moment à passer. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous les trois, merci à tous les quatre avec Catherine. Merci à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des questions du coup du public? Est-ce qu'il y a des questions du public du coup? N'hésitez pas. Moi j'ai une question. On trouve où ton livre, François? Dans toutes les librairies. Et également en commande directe chez l'éditeur, si vous le souhaitez. Alors vous avez le livre de François qui est... Et sur les tables à l'entrée. Exactement, exactement. On voulait vous remercier, Catherine, à distance. Merci beaucoup. Bon voilà, on s'est adapté. Désolée, oui, de ne pas avoir pu vous rencontrer aussi. Et... Richard a un petit mot à vous dire et puis après on conclut. Oui, comme on est en Mayenne et qu'on est des gens qui savent accueillir, le 26 juin, on a le Forum des énergies locales en Mayenne. Plusieurs d'entre vous sont déjà invités et inscrits. N'hésitez pas si vous souhaitez venir. Tout à l'heure, François parlait de personnes sur CNews et je me permets le nom de tocard. Je préfère inviter des gens qui sont très impliqués et qui s'impliqueront encore plus demain et qu'on passe un bon moment ensemble plutôt que d'avoir invité ce type de personnes. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Si vous le souhaitez, il y a 1 ou 2 personnes de la SEM Énergie Mayenne dans la salle. François avait aussi des invitations, donc vous n'hésitez pas, c'est à Laval, c'est le 26 juin, on passera un bon moment. On est toujours bien reçus en Mayenne. Merci François. Dernière chose, avant de vous quitter, on va avoir un petit verre de l'amitié et puis continuer cette journée. Moi, c'est un petit clin d'œil politique, parce qu'il faut juste finir un peu sur le clin d'œil politique. On a parlé de CNews. Hewson fait des projets sur toutes les communes de France. Et donc, forcément, on a un côté politique à un moment donné. Et il se trouve des situations où il y a un changement de mandature, il y a un changement d'équipe municipale. Et bien, même chez des gens qui, au national, disent les panneaux solaires, c'est chinois et les éoliennes, c'est moche, et ben, les élus locaux de territoire, ils veulent quand même de leurs panneaux solaires. C'est le truc le plus stupéfiant que je constate, c'est le décalage entre les débats idéologiques et souvent symboliques au niveau national et le pragmatisme des élus de terrain. Le pire, c'est quand on a des élus de terrain qui sont aussi des figures politiques nationales et qui font le contraire chez eux de ce qu'ils racontent sur les plateaux télé et radio. Les dernières ombrières poids lourds inaugurées à Perpignan étaient inaugurées par le maire de Perpignan, lui-même, himself. Donc, effectivement, et donc en fait, voilà, le Texas est l'État pétrolier numéro 1 du monde et c'est celui qui électrifie et qui solarise le plus. Voilà, donc le drill, baby drill, en fait, finalement, on se rend compte qu'on a besoin d'énergie renouvelable. Parce qu'encore une fois, c'est une énergie de flux à coût marginal nul versus une énergie de stock qui nous rendra toujours et tout le temps dépendants. Donc vous avez retenu cette formule. Maintenant, allons boire un petit verre. Merci pour les... C'est aussi du flux. Oui, exactement. Et à très vite.